5 milliards de francs CFA surgissent dans une valise close, mais cette fois aucune caserne ne vacille, aucun ordre ne se fissure. En quelques heures, une opération étrangère pensée pour acheter des loyautés, briser la chaîne de commandement et précipiter la chute du pouvoir à Ouagadougou se transforme en révélateur brutal des lignes de fracture qui entourent le Burkina Faso. Pour ceux qui observent le Sahel, que signifie vraiment un complot déjoué quand il vise directement Ibrahim Traoré et qu'il échoue malgré des moyens aussi massifs? Dans ce refus silencieux, quelque chose bascule et ouvre un affrontement plus large qu'une simple tentative de corruption. Cette enquête promet de démêler ce qui, derrière une simple valise remplie de 5 milliards de francs CFA, révèle en réalité l'architecture entière d'une ingérence étrangère déterminée à exploiter les fragilités internes du Burkina Faso. Le bénéfice pour le lecteur tient en 10 mots: comprendre comment une tentative échoue mais persiste autrement, car l'affaire ne se résume pas à un pot de vin manqué. Elle expose le risque réel qu'un réseau extérieur déjà implanté puisse tester méthodiquement la solidité des institutions, influencer des segments militaires ciblés et ajuster sa stratégie au moindre signe de vulnérabilité. Chaque élément aperçu dans les rapports, interceptions, transferts financiers, intermédiaires formés hors du pays, montre que la stabilité n'a tenu qu'à une réaction rapide et à une loyauté affirmée au moment critique. Mais si cette loyauté a suffi une fois, restera-t-elle intacte face à une pression répétée, plus subtile, plus étendue? Cette question, encore ouverte, détermine toute la portée de l'affaire et l'ampleur du bras de fer géopolitique qui se joue autour du pouvoir et de l'indépendance du pays. La première révélation surgit dès l'ouverture de la valise. Les enquêteurs découvrent que les 5 milliards de francs CFA n'étaient pas une somme isolée, mais l'amorce d'un dispositif destiné à acheter plusieurs unités militaires, bien au-delà d'un simple cercle vulnérable. La deuxième révélation apparaît presque simultanément. L'agent capturé n'agissait pas seul, et ses communications interceptées montrent qu'un réseau étendu, structuré, préparait une séquence de déstabilisation ciblant directement l'autorité d'Ibrahim Traoré. À partir de là, le contexte se déplie en couches successives. Les preuves réunies, lors des premières heures, conversations cryptées, déplacements recoupés, transferts financiers dirigés depuis l'extérieur, indiquent qu'il ne s'agissait pas d'une initiative improvisée. Les autorités constatent que l'ingérence disposait de relais multiples, intermédiaires locaux, officiers formés hors du pays, facilitateurs chargés de tester discrètement la loyauté des soldats, puis de fracturer la chaîne de commandement. Ce schéma, déjà aperçu ailleurs au Sahel, suggère que le Burkina Faso avait été évalué comme une cible à exploiter plutôt qu'un État stable à contourner. Pourtant, la mécanique prévue bascule dès le début. Les premiers militaires approchés refusent l'argent, signalent immédiatement l'offre suspecte et bloquent la création du noyau de dissidence interne que les instigateurs espéraient activer. Ce refus ne produit pas seulement un échec opérationnel, il modifie l'équilibre entier de la séquence en permettant aux enquêteurs de retracer un réseau bien plus vaste qu'anticipé. En quelques heures, les interceptions électroniques se multiplient, les perquisitions révèlent des documents financiers dissimulés, et plusieurs arrestations ciblées viennent confirmer l'existence d'une stratégie extérieure cherchant à manipuler des segments précis de l'appareil sécuritaire. Ce début d'enquête redéfinit alors les enjeux. Si un tel système a été déployé avant même la première tentative, qu'impliqueraient les phases suivantes si les pressions deviennent plus subtiles ou plus persistantes? Le fil conducteur de cette séquence se cristallise autour d'un officier burkinabé resté anonyme dans les documents, mais dont le geste a déclenché tout le basculement. Il refuse l'approche de l'agent étranger, puis transmet l'alerte sans délai. Ce choix, presque instinctif, confère aux enquêteurs un avantage inattendu, car il permet de saisir la manœuvre avant que la moindre fissure ne se forme dans la chaîne de commandement. Son signalement devient alors la première pièce d'un puzzle plus vaste, révélant les circuits de communication entre complices locaux et acteurs extérieurs. À partir de ce point précis, les premiers effets se manifestent en cascade. Plusieurs soldats, jusque-là discrets, acceptent d'être interrogés et confirment qu'ils avaient eux aussi été approchés par des intermédiaires cherchant à tester leur vulnérabilité financière.
Les autorités croisent ces témoignages avec les interceptions électroniques, découvrant ainsi que l'opération visait à isoler progressivement les segments loyaux afin de préparer un renversement plus large. La capture de l'agent étranger, suivie de perquisitions ciblées, révèle des transferts clandestins et confirme la présence d'officiers formés hors du pays capables de servir de relais opérationnel. Ces premiers impacts, conjugués à la vigilance institutionnelle, modifient la dynamique générale. Au lieu d'une dissidence naissante, c'est la cohésion militaire qui se renforce, soutenue par un sentiment partagé de menaces extérieures. Dans les rues, des rassemblements spontanés apparaissent, traduisant une perception collective que l'affaire dépasse la seule tentative contre un chef d'État pour toucher l'intégrité du Burkina Faso. Face à cette réaction précoce, une question demeure. Jusqu'où cette loyauté pourra-t-elle résister si la pression extérieure se réactive sous une forme différente ? Tout commence le jour où l'agent étranger franchit la frontière burkinabé avec une mission précise et une valise contenant les 5 milliards de francs CFA destinés à acheter les premiers maillons de la chaîne militaire. La manœuvre devait être rapide, repérer les soldats vulnérables, proposer la somme en secret, créer une fissure interne, puis ouvrir la voie à une tentative visant directement l'autorité nationale. Le plan repose sur une logique simple, provoquer une rupture initiale suffisamment discrète pour qu'elle passe sous les radars institutionnels avant de déclencher une cascade incontrôlable. Les instigateurs, convaincus de la faisabilité de leur opération, misent sur une mécanique déjà observée dans d'autres États du Sahel. Mais le déclencheur se retourne immédiatement contre eux. Les premiers militaires approchés refusant l'argent, ils avertissent leur hiérarchie sans hésitation. Cette réaction inverse brutalement la séquence prévue. Au lieu d'une fragmentation interne, c'est une consolidation soudaine qui apparaît. Les autorités burkinabées se mettent en mouvement dans l'heure. Elles verrouillent le périmètre, croisent les déplacements suspects et relient les horaires des approches aux interceptions électroniques recueillies les jours précédents. Chaque élément confirme qu'un réseau plus profond opère en coulisses avec des relais locaux et des complices extérieurs. La capture de l'agent marque l'entrée dans la phase de tension maximale. La valise est ouverte. La somme est constatée, les interrogatoires s'enchaînent, les perquisitions se multiplient, les interceptions électroniques révèlent des ajustements tactiques opérés depuis l'étranger après l'échec initial. Les transferts financiers retracés indiquent que des montants provenant de sources extérieures visaient explicitement plusieurs officiers. Certains intermédiaires, formés hors du pays, apparaissent dans les documents saisis. Tout montre que le complot était conçu comme un dispositif modulaire, capable de pivoter si la première approche échouait. Dans ce climat tendu, l'armée burkinabé renforce chaque poste stratégique. Les communications militaires sont sécurisées. Les mouvements suspects sont bloqués. Des cellules dormantes sont démantelées. Les autorités comprennent que l'objectif n'était pas d'acheter quelques soldats, mais de fracturer la chaîne de commandement suffisamment tôt pour faire vaciller l'ensemble du système politique et sécuritaire. Le Burkina Faso se trouve alors projeté au centre d'un affrontement géopolitique où chaque décision peut modifier les rapports de force régionaux. Lorsque la poussière retombe, les répercussions deviennent visibles. Dans les rues, des rassemblements spontanés apparaissent. Le soutien populaire se renforce, non pas à la suite d'une communication officielle, mais en réaction à l'ingérence révélée. Les documents financiers, les communications interceptées et les aveux partiels publiquement confirmés donnent au public la certitude qu'une opération extérieure visait à exploiter les fragilités internes. Le pays se découvre soudain comme une cible stratégique dans une lutte d'influence plus large. Dans cette phase, les autorités constatent que l'échec du pot de vin n'a pas clos les tensions, il les a déplacées. Les acteurs extérieurs, surpris par la rapidité de la réaction interne, semblent recalibrer leur pression. Les institutions se préparent à l'éventualité d'un second mouvement, différent, moins frontal, mais tout aussi dangereux. Le récit dominant s'impose alors. Un complot a échoué, mais la stratégie qui le portait demeure active, diffuse, prête à se recomposer. Le point de départ chiffré, la baseline, repose sur l'ouverture de la valise contenant 5 milliards de francs CFA, révélée dès les premières heures de l'enquête. Le delta apparaît aussitôt. Ce montant dépasse largement les versements clandestins habituellement observés dans la région.
Cette somme inhabituelle signale une opération visant la chaîne de commandement entière, non de simples individus. La valeur hors norme indique une stratégie mûrement structurée et coûteuse. Un deuxième indicateur quantifiable émerge dans les rapports internes, la présence d'officiers formés à l'étranger, identifiés à plusieurs reprises par les enquêteurs. Leur nombre exact n'est pas divulgué, mais leur rôle apparaît clairement dans les documents saisis. Ils constituaient des cibles privilégiées capables de servir de relais dans un processus de déstabilisation. Leur profil particulier en faisait des points d'entrée idéaux pour l'ingérence. Le troisième ensemble de données renvoie aux transferts financiers totalisant plusieurs millions de FCFA en provenance de réseaux extérieurs. Ces flux réguliers, mis au jour grâce aux perquisitions et aux interceptions électroniques, démontrent un financement structuré plutôt qu'un acte isolé. Les documents indiquent que ces montants servaient à alimenter des intermédiaires locaux chargés de tester la loyauté des soldats approchés. Ces transferts répétés montrent une opération pensée pour durer réellement. À partir de ces 3 points d'appui chiffrés, les enquêteurs burkinabés reconstituent la logique interne du complot. Ils croisent les lieux des approches, les communications interceptées, les horaires de déplacement de l'agent étranger et les témoignages de soldats sollicités. Ce travail méthodique permet de dégager un schéma cohérent. L'ingérence extérieure reposait sur une architecture à plusieurs couches, financiers extérieurs, intermédiaires locaux, relais militaires sensibles, appui logistique, dont la fonction était de dissimuler les responsabilités tout en maintenant une pression constante. Rien dans les éléments disponibles ne suggère une tentative improvisée. Au contraire, tout indique une opération calibrée capable d'ajuster ses leviers au fur et à mesure que les conditions évoluent. Cette dimension adaptative apparaît encore plus nettement lorsque les enquêteurs découvrent des communications montrant que les acteurs extérieurs ajustaient leur plan après l'échec initial du pot de vin. Cette flexibilité tactique confirme que l'ingérence visait un objectif durable, exploiter le moindre signe de faiblesse institutionnelle pour atteindre une fracture suffisamment large dans la chaîne militaire. Le fait que les soldats approchés aient refusé l'argent transforme alors le paysage entier. Au lieu d'une brèche interne, les autorités obtiennent un point d'appui stratégique capable de révéler la profondeur du réseau. Les preuves accumulées, montants saisis, transferts tracés, profils ciblés, communications interceptées donnent une base solide à l'analyse institutionnelle. Elles montrent que les accusations d'ingérence ne reposent pas sur des spéculations politiques, mais sur un faisceau de données convergentes. Elles renforcent aussi la légitimité de la réaction des autorités burkinabées, dont la rapidité a empêché qu'un effet domino se déclenche. Dans cette configuration, le pays comprend que l'échec d'une opération n'implique pas son abandon. Elle peut revenir sous une autre forme, avec d'autres relais, selon les espaces que laissera la vigilance institutionnelle. La première thèse, défendue par de nombreux observateurs des dynamiques sahéliennes, soutient que l'ingérence étrangère constitue le moteur principal du complot avorté. Selon cette lecture, les puissances extérieures disposent d'intérêts directs dans la région et n'hésitent pas à soutenir, financer ou orienter des acteurs locaux afin de préserver leur influence. Les documents saisis lors des perquisitions, transferts financiers venus de l'extérieur, communications interceptées, implications d'intermédiaires formés hors du pays, semblent renforcer cet argument. L'ouverture de la valise contenant 5 milliards de francs CFA, somme largement supérieure aux opérations clandestines usuelles, alimente encore davantage l'idée d'une intervention planifiée et dotée de moyens conséquents. La seconde thèse adopte une perspective inverse. Elle considère que l'échec du complot s'explique d'abord par la résistance interne. Dans ce cadre, la loyauté des soldats approchés joue un rôle déterminant. Leur refus, la rapidité de leur signalement et l'effet de cascade qui s'ensuit créent un front de cohésion inattendu. Les institutions réagissent vite, renforcent la surveillance, sécurisent les communications et procèdent à des arrestations ciblées. Les rassemblements spontanés observés dans les rues montrent que la population perçoit l'ingérence comme une menace collective plutôt que comme une bataille politique limitée à un chef d'État. Cette dynamique interne, soutenue par une vigilance institutionnelle accrue, devient alors l'élément central qui neutralise la tentative. La réponse fondée sur les faits du dossier combine les deux approches sans les opposer.
Les preuves indiquent clairement que des acteurs extérieurs tentaient de manipuler des segments internes, mais elles montrent aussi que cette stratégie n'a échoué que grâce à la réaction combinée des forces burkinabées et de la société. Le réseau identifié dans l'enquête apparaît structuré, mais il se heurte à une cohésion inattendue au moment critique. Cette articulation, pression extérieure, solidité intérieure, explique la neutralisation du complot mieux que toute lecture unilatérale. La bascule survient ici, car le tournant ne réside pas uniquement dans la capture de l'agent ou dans la découverte des 5 milliards de francs CFA. Il émerge d'un détail que les enquêteurs n'identifient qu'après avoir recoupé plusieurs interceptions. Les acteurs étrangers ajustaient leur stratégie en temps réel dès que l'échec du pot de vin devenait visible. Ce point précis transforme l'analyse entière en dévoilant une opération conçue pour évoluer plutôt que pour disparaître. Cette adaptabilité modifie le sens des premières approches. Elle montre que la tentative de corruption n'était qu'une entrée en matière, une phase test destinée à évaluer la résistance interne. Si les soldats approchés avaient flanché, la suite aurait permis d'activer d'autres leviers, relais locaux, officiers formés hors du pays, transferts financiers étagés. Si, au contraire, ils résistaient, ce qui s'est produit, l'ingérence prévoyait déjà d'ajuster ces pressions par d'autres vecteurs. Ainsi, la révélation centrale du milieu du récit n'est pas l'échec du complot, mais la confirmation que l'ingérence n'était pas rigide. Elle était flexible, modulaire, pensée pour persister tant que la moindre brèche pouvait surgir. Cette flexibilité redéfinit les enjeux et annonce une confrontation plus longue que celle qu'impliquait la seule tentative initiale. Les répercussions de l'échec du complot s'étendent en cercles successifs, révélant comment une tentative déjouée peut transformer durablement la perception du pouvoir, de la menace et de la souveraineté autour d'Ibrahim Traoré. Chacun de ces cercles apporte une lecture distincte, mais leur accumulation dessine un paysage profondément modifié. D'abord, à l'échelle nationale. Dans les casernes comme dans les institutions, la première onde de choc renforce la cohésion militaire. Le refus du pot de vin par les soldats approche devient un symbole, prouvant qu'un noyau fidèle peut inverser la dynamique d'une ingérence pourtant bien financée. Les autorités consolidant ensuite les contrôles, sécurisant les communications et multipliant les dispositifs pour réduire les marges d'action des relais locaux. Cette réaction rapide redonne au gouvernement une capacité accrue à imposer un récit centré sur la souveraineté, en insistant sur la vigilance nécessaire pour contenir les pressions extérieures. Ensuite, sur le plan diplomatique, la prudence domine les réactions internationales. Certains partenaires expriment leurs inquiétudes quant à la stabilité du pays, tandis que d'autres cherchent à se distancer des accusations d'ingérence. Cette réserve confirme que la tentative dépasse le cadre burkinabé et touche à des enjeux plus larges autour du contrôle des ressources et de l'influence géopolitique. De son côté, le gouvernement d'Ibrahim Traoré exploite cette situation pour réaffirmer une position ferme contre les interventions extérieures, obligeant plusieurs acteurs à clarifier leurs intentions d'installation dans la région. Par ailleurs, dans les récits et perceptions collectives, la figure du soldat loyal devient rapidement un repère narratif. Dans les discussions publiques, l'affaire est perçue comme un révélateur de vulnérabilité, mais aussi d'une capacité de résistance collective. Les rassemblements spontanés observés après la saisie de la valise traduisent une prise de conscience généralisée. La menace ne se limite pas à une manipulation politique, elle touche à l'intégrité même du Burkina Faso. Ibrahim Traoré se trouve ainsi placé au centre d'un récit, où son rôle est filtré à travers cette dynamique, celle d'un dirigeant soutenu par un réflexe populaire face aux pressions extérieures. Enfin, à l'échelle régionale, l'épisode crée un effet d'alerte dans le Sahel. Les États voisins identifient dans cette affaire un schéma répété, des puissances extérieures qui testent les fragilités internes pour ajuster leur influence. Les forces étrangères présentes dans la région revoient leurs dispositifs, conscientes qu'une cohésion populaire et militaire peut bouleverser les plans les mieux structurés. La tentative déjouée burkinabé devient dès lors un précédent, rappelant que la résistance interne peut bloquer des opérations transnationales, même lorsque celles-ci reposent sur des ressources financières importantes.
À travers ces 4 niveaux, l'épisode révèle une vérité centrale. L'échec du complot n'a pas dissipé la menace. Il l'a rendue plus lisible, plus visible, et a repositionné le Burkina Faso dans un affrontement dont les contours dépassent largement ses frontières. La phase ouverte après l'échec du complot déjoué place le Burkina Faso devant plusieurs trajectoires possibles. Les pressions extérieures demeurent, les tensions internes persistent, et la vulnérabilité révélée par l'affaire peut encore générer de nouveaux points de bascule. Les éléments disponibles dans l'enquête permettent toutefois de dessiner 3 scénarios plausibles pour les mois à venir, chacun reposant sur des combinaisons différentes entre cohésion militaire, vigilance institutionnelle et intensité de l'ingérence. D'abord, scénario base, consolidation prudente. Dans cette projection centrale, le gouvernement renforce progressivement son socle institutionnel après la neutralisation de la tentative. Les dispositifs sécuritaires consolidés, contrôles internes, interceptions régulières, vérification des flux financiers, continuent de limiter les marges d'action des acteurs extérieurs. La cohésion militaire reste élevée grâce au refus initial du pot de vin et à la prise de conscience générale de la menace. Des réformes politiques et économiques sont amorcées pour réduire les vulnérabilités mises en lumière par l'affaire. Si cette dynamique se maintient, le pays peut stabiliser sa trajectoire malgré une pression extérieure toujours présente. Ensuite, scénario optimiste, stabilisation durable et recentrage régional. Ici, la résistance interne devient un levier stratégique. Les autorités capitalisent sur la cohésion retrouvée pour accélérer la sécurisation des communications, renforcer la surveillance des relais locaux et développer des coopérations régionales contre les ingérences persistantes. Les tensions diplomatiques s'atténuent, certains partenaires s'ajustant afin d'éviter d'être associés aux accusations initiales. Le Burkina Faso devient alors un pôle de résilience dans un Sahel instable, grâce à une articulation réussie entre vigilance sécuritaire et mobilisation populaire. Par ailleurs, scénario worst case, pression externe renouvelée et fragilité interne. Dans cette hypothèse, les acteurs extérieurs tentent de reconstituer un réseau différent du précédent. Pression narrative, exploitation des tensions économiques ou encouragement à des fractures sociales. Si une brèche apparaît dans la cohésion militaire ou institutionnelle, une nouvelle manœuvre pourrait émerger sous une forme plus diffuse. Les conséquences pourraient être lourdes. Instabilité prolongée, multiplication des relais clandestins, tensions accrues avec certains partenaires internationaux. Une telle configuration dépasserait largement le simple cadre national. Recommandation de lecture stratégique. Face à ces scénarios, la clé d'analyse réside dans une approche conditionnelle. Si la cohésion interne se maintient, la marge de manœuvre extérieure se réduit. Si elle s'effrite, les leviers externes se multiplient. La dynamique des mois à venir dépendra donc moins des intentions adverses que de la capacité à préserver la solidité institutionnelle révélée lors de la première tentative. Pour ceux qui vivent les événements au Burkina Faso, l'affaire du complot déjoué ne relève pas d'un débat abstrait. Elle révèle la fragilité d'un pays exposé à des pressions extérieures capables de s'infiltrer par les segments les plus sensibles de l'appareil militaire. Les Burkinabés perçoivent dans le refus du pot de vin une affirmation de responsabilité individuelle face à un danger collectif. Cette prise de conscience redonne un poids concret à la question de la souveraineté, non comme un discours politique, mais comme une nécessité quotidienne. Dans la diaspora africaine, l'épisode nourrit un autre type d'écho. Beaucoup y voient un schéma familier. Intervention discrète, acteurs extérieurs, testant la résistance interne, tentative répétée de remodeler l'avenir d'un État sahélien. À travers les débats, la posture du Burkina Faso, renforcée par la réaction immédiate des soldats et l'enquête ayant démantelé les relais locaux, devient un symbole de résilience. Cette perception ne gomme pas les divergences d'opinion, mais alimente l'idée d'un continent cherchant à préserver ses choix face à des influences persistantes. Pour les observateurs, chercheurs et curieux qui suivent l'évolution du Sahel, l'affaire devient un cas d'étude. Elle montre comment des réseaux extérieurs peuvent tester des failles tout en mesurant la capacité institutionnelle et sociale à réagir. Les autorités burkinabées, en révélant les communications interceptées, les transferts financiers, les profils ciblés et les relais locaux, offrent un exemple précis de la manière dont un État peut contenir une tentative structurée sans sombrer dans une déstabilisation rapide.
À ces 3 cercles, 2 suggestions émergent pour la lecture des mois à venir. Suivre les signaux faibles, ces indices discrets que l'ingérence peut laisser derrière elle, et observer la cohésion interne, car c'est là que se jouera la continuité ou la rupture face aux pressions extérieures. La séquence révélée par l'enquête impose au Burkina Faso une stratégie progressive pour éviter que d'autres tentatives d'ingérence ne trouvent un terrain favorable. Les mesures à envisager ne relèvent pas de la spéculation. Elles s'appuient sur les failles dévoilées lors de la tentative visant indirectement l'autorité d'Ibrahim Traoré. Une feuille de route en 4 étapes permet de structurer cette vigilance. D'abord, renforcement institutionnel. Qui agit et sur quoi ? Acteurs, gouvernement et appareil judiciaire. Action. Accélérer le traitement des affaires liées à l'ingérence et à la corruption. Horizon 3 à 6 mois. Mesure, réduction du délai entre signalement, instruction et jugement. Cette étape répond directement aux vulnérabilités révélées dans la première phase du complot. Ensuite, sécurisation militaire. Stabiliser avant d'élargir. Acteurs, armée, services de renseignement. Action, renforcer le contrôle interne, la cybersurveillance et la traçabilité des flux. Horizon, immédiat et continu. Mesure, baisse des anomalies détectées dans les interceptions et les mouvements suspects. Cette dynamique vise à empêcher la reconstitution d'un réseau similaire à celui identifié, par ailleurs résilience économique, réduire les leviers extérieurs. Acteurs, gouvernements, partenaires africains. Action, diversifier les secteurs productifs pour limiter l'influence économique des puissances extérieures. Horizon, 6 à 12 mois. Mesure, évolution de la contribution des secteurs nationaux au PIB. Cette orientation diminue les marges de pression financière évoquées dans l'enquête. Enfin, coopération régionale, protéger l'espace sahélien. Acteurs, Burkina Faso et États voisins. Action, partager les renseignements, harmoniser les dispositifs contre les ingérences persistantes. Mesure, nombre d'opérations conjointes et rapidité des alertes partagées. Ces étapes combinées structurent une réponse durable, permettant de réduire l'espace d'action des acteurs extérieurs et de maintenir la cohésion qui a permis de déjouer la première tentative contre la stabilité autour d'Ibrahim Traoré. L'histoire revient inévitablement vers celui qui, au tout début, a infléchi la trajectoire entière. L'officier burkinabé qui a refusé la valise pleine et a signalé l'approche de l'agent étranger. Ce geste, presque silencieux, a servi de point d'ancrage à tout ce qui a suivi. La capture, les perquisitions, les interceptions, la mise au jour d'un réseau extérieur et la réaction institutionnelle qui a évité la fragmentation de la chaîne militaire. Son choix a révélé que derrière les mécanismes complexes de l'ingérence, la résistance pouvait encore naître d'une décision individuelle. Cette scène fondatrice éclaire aussi la manière dont le rôle d'Ibrahim Traoré est perçu depuis l'affaire. Dans les débats publics, son nom apparaît désormais lié à cette dynamique de défense collective, comme si la cohésion démontrée autour de l'épisode redéfinissait la place du pays dans un Sahel sous tension. Les rassemblements spontanés, le refus initial du pot de vin et les preuves accumulées donnent à ce moment une portée symbolique que nul n'avait anticipée. Le motif central persiste, un refus, une alerte, un pays qui se redresse. La résistance commence souvent par un geste simple. L'affaire du complot déjoué laisse derrière elle plus qu'un dossier sécuritaire. Elle révèle un moment où un pays du Sahel a dû mesurer presque simultanément la portée d'une ingérence extérieure et la force inattendue de sa propre cohésion.